Maman, nous sommes en Haïti, nous sommes en Afrique, nous sommes partout à travers le monde. Nous sommes une nation nègre. Nos modèles sont Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Steve Biko, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Cap à la mort. Ils sont tous nos héros. Ils nous guident dans notre lutte quotidienne pour cette liberté qui nous a été enlevée lors de la traite des Noirs par ces colons et qui continue aujourd'hui encore à travers les esclaves locaux. Nous avons regardé et analysé ensemble cette histoire de l'Afrique, cette histoire d'Haïti, cette histoire des Noirs à travers le monde, les Noirs d'Amérique du Nord, les Noirs d'Amérique du Sud, du Brésil, de la Colombie, de l'Équateur, et tous nous provenons de cette matrice mère qui est l'Afrique. Et pour cette raison, nous continuons de ressentir ce lien maternel qui nous attire vers l'Afrique. Et nous sommes restés des frères. Non seulement des frères, mais des frères de sang. Et cette histoire qui nous relie, qui nous tient, elle nous invite à nous battre ensemble, à comprendre l'histoire de l'autre pour retrouver nos repères. L'histoire de ce qui se passe en Afrique, au Congo, au Burkina Faso, au Rwanda, au Mali, au Nigeria, au Niger, en Mauritanie, partout à travers l'Afrique. C'est le même reflet de ce qui se passe présentement en Haïti. Et dans les Antilles aussi, comme la Jamaïque, Trinidad un peu moins. Mais nous devons nous mettre ensemble pour faire un faisceau commun, pour que l'Amérique et l'Afrique se retrouvent et que cette traite des nègres s'arrête, que l'esclavage mental s'arrête, que nous puissions nous battre, comme le disent les dirigeants du Burkina, du Mali, du Niger, ces nouveaux leaders du Sahel, qu'ils inspirent les autres dirigeants de l'Afrique, de la CEDEAO, pour que nous puissions ensemble construire ce pouvoir nègre. Nous avons les ressources, les autres les exploitent. Nous avons la connaissance, nous les mettons au service des autres. Nous avons le pouvoir humain, car nous sommes des milliards à travers ce continent. À nous de nous unifier, à nous de définir un projet commun pour que nous puissions sortir ensemble de cette situation chaotique. Et nous allons vous proposer un reportage de Afromédia afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe en Afrique et nous qui sommes en Haïti, afin que nous puissions nous inspirer de votre histoire. Merci de votre écoute. Haïti gagne n'a pas mes ressources qui sont bien importantes dans le monde. C'est iridium. Mais en plus de iridium, nous avons une grosse réserve l'eau avec gaz naturel et pétrole. Parce que dans le bassin qu'on est situé, d'après certains experts, c'est dans le même bassin ça que Trinidad, que Venezuela, que Mexique et l'autre pays arrivent à puiser quantité de pétrole qu'ils ont gagné avec gaz naturel. Mais d'après experts, en plus de 20 milliards de valeurs que réserve l'eau avec gaz naturel ça va gagner avec pétrole, l'iridium n'en vaut plus toujours. Parce que Haïti, c'est le deuxième pays qui gagne plus gros réserve iridium dans le monde, après Afrique du Sud. Par conséquent, réserve que Haïti gagne pour gagner prête moyen pour nous avoir utilisé. Alors que Haïti, c'est un parmi les pays qui sont plus pauvres dans le monde, tant qu'un pile autre pays africain. Nous prenons le Congo, nous prenons Sierra Leone, nous prenons Burkina Faso, quantité minerais que nous avons gagné, nous prenons la Guinée, et puis il y a vivre avec moins de $1, ou bien entre $1 et $1,25 par jour. Il n'a pas les deux iridium, c'est un matériel rare qui est utilisé dans un paquet d'industrie à travers le monde, tant qu'on a machine électrique, dans tout smartphone qu'on a utilisé, dans le réseau 5G que nous avons, iridium ça, on se l'en vend en 2020, $2,550 l'once. Présentement, ils vendent $6,000 l'once. So, nous pouvons imaginer où ça nous gagne en Haïti, et ça qui peut-être a justifié ça que nous voyons qu'à passer qu'on y a là, gens ces grands kilomètres à gérer pour nous,
une série de territoires qui tavaguent en pile réserve minerais. En outre, le reportage là, je t'ai annoncé. Lorsque l'on parle de la richesse de l'Afrique, la plupart des gens se demandent à quoi ça ressemble. C'est toujours très très virtuel. Lorsque l'on parle de la richesse des sous-sols africains, on se dit c'est quoi cette histoire? Eh bien, il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses que nous n'exploitons pas. Nous sommes ici à 1636 mètres de hauteur, d'altitude, dans le Simandou. Et regardez, il suffit d'aller sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Il n'a pas encore été travaillé. Et il est partout, partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout, il y a du fer. Comment peut-on posséder 78% de diamants de la planète, 89% de platine, dont la moitié de la production est utilisée par l'industrie automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% des réserves aurifères et 10% des réserves pétrolifères. Bref, comment peut-on détenir le tiers des réserves mondiales, tout minerai confondu, et rester le continent le plus pauvre du monde? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ineptie, cette incongruité? Et comment en sortir? Pourquoi le pétrole serait une bénédiction pour les pays du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït et autres Qatar, et il serait une malédiction pour le Congo-Brazzaville, pour l'Angola, pour le Tchad, pour la Guinée équatoriale, pour le Nigeria? Soyons sérieux. Prenons la République démocratique du Congo, l'un des plus grands paradoxes de notre continent. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année. Il fournit 70% de ce minerai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre, avec plus d'1 500 000 tonnes par an. Le Congo est assurément un scandale géologique, puisque la liste de ces minéraux est longue et importante. Diamant, près de 19 millions de carats par an. Or, plus de 40 000 kg par an. Zinc, 7 800 tonnes. J'arrête là l'inventaire parce que, comme le disait l'auteur Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est le Congo. Les superlatifs, pour le dire, sont foison. Scandale géologique, pays béni des dieux. Mais dans le même temps, l'immense majorité de la population dans ce territoire grand comme l'Union européenne, avec cette immense richesse, vit avec moins d'$1 par jour. Prenons la Guinée, un autre scandale géologique. Elle est dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoités de la planète, dont 40 milliards de tonnes de bauxite, la plus grande réserve du monde. À cela s'ajoute, tenez-vous bien, plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer. Les réserves potentielles d'or sont estimées à 700 000 tonnes. Diamants, 30 à 40 millions de carats de réserves prouvées, 500 millions de carats de réserves probables. L'or et les quantités indéterminées d'uranium. Mais 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Et le pays se classe 178e sur 187 pays selon l'indice de développement humain 2013 du PNUD, qui mesure le niveau de vie des pays. À qui profite cette immense richesse qui laisse les Guinéens dans l'extrême pauvreté? Les mêmes compagnies internationales. Autre exemple de tour de passe-passe réalisé pendant que nos parents croyaient en l'amitié et au concept d'aide. Le Niger et son uranium, où l'État cède en 1968 la principale concession d'Arlit de 375 km² utilisée comme combustible nucléaire dans les centrales nucléaires en France et pour la force de dissuasion nucléaire française. Les autorités nigériennes l'ont donc cédé à l'ancêtre d'Areva pour 75 ans. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle du Niger comme le 3e producteur mondial d'uranium, c'est un peu une vue de l'esprit, dans la mesure où les Nigériens les récupéreront, avec un peu de chance, leur principale mine qu'en 2043. Qui est capable de dire quelle est la part du Gabon dans l'immense réserve qui a fait de lui un émirat pétrolier? Dans les anciens contrats, il avait moins de 20%. C'était le pétrole d'Elf. Regardez ces jeunes qui vivent comme des taupes, qui risquent leur vie chaque jour pour quelques grammes de cobalt. Et regardez cette voiture, ce véhicule électrique considéré comme le nec plus ultra, la Tesla. Sans lui, elle n'existerait pas.
quel que soit le talent du créateur. Mais regardez le fossé qui sépare le monde du fabricant de celui du creuseur. Cherchez l'erreur. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide céder vos richesses à des entreprises. Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons, gentiment, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens, et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. En gros, les firmes Glencore, China Mobile Denom et Sycomine, qui détiennent les 2 tiers de cette matière minérale qu'est le cobalt, réalisent 18 à 20 milliards de dollars. Des chiffres surréalistes sur le seul cobalt et le cuivre de RDC. Tandis que l'État congolais ne perçoit que 1,3 milliard, c'est-à-dire à peine 10%. Vous avez bien entendu, à peine 10%. Dans ce cas, qui est le vrai patron du pays? Tout Gabonais a 2 patries. Le Gabon et puis la France. Pensez-vous, très sérieusement, que cet homme puisse lire dans le contrat pétrolier élaboré par Paris? Pensez-vous qu'il soit équipé intellectuellement pour évoquer les intérêts de Libreville si déjà sa préoccupation est celle du lien indéfectible avec Paris? Pensez-vous qu'il mesure les enjeux? Comment voulez-vous qu'un homme qui pense ainsi puisse veiller sur les intérêts du Gabon? Regardez cette illustration simple à moins de 40 minutes d'hélicoptère de Conakry, la capitale guinéenne. Regardez ce long tube, ce pipeline qui part de la mine de bauxite à Bokeh pour rejoindre des bateaux amarrés au large. Dans ces tubes, on met toute la bauxite extraite de la mine. Et sans filtre, sans contrôle, elle est directement versée dans ces bateaux. Personne n'est capable de dire la quantité et la qualité de ce qui a été extrait du sous-sol guinéen. Ces bateaux prennent aussitôt la mer. Et c'est une fois à destination, plusieurs semaines après, en Chine, que l'on déclare à l'État guinéen les quantités et la qualité de ce qui a été extrait. L'entreprise chinoise peut donner les chiffres qu'elle veut. On est obligé de la croire. Personne n'a le moyen de contrôler si elle a dit la vérité ou pas. Vous conviendrez avec moi, ça s'apparente quand même à un braquage en règle, avec le consentement de la victime peut-être, mais braquage quand même. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Mais ces dénonciations ne peuvent suffire à corriger ces injustices, ces pleurs, ces marches. Aussi utiles soient-elles, elles ne peuvent être notre seule arme. Le moment est peut-être venu pour une jeunesse plus diplômée, plus au fait, d'élaborer une stratégie plus efficace pour reprendre son patrimoine, pour rétablir la justice. Il ne s'agit de chasser personne, il ne s'agit de stigmatiser personne. Il s'agit d'utiliser les armes modernes qui ont fait défaut à nos parents, le droit, tout simplement. Aujourd'hui, commençons par les ressources minières, les matières premières dont nous sommes les principaux pourvoyeurs.